Bonjour à toutes et à tous, je suis Lina, Social Media Manager chez Cerise et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence sur la transformation de l'influence sur les réseaux sociaux et les bonnes pratiques pour les annonceurs. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante dans notre vie quotidienne. Ils sont devenus une plateforme de communication incontournable pour les entreprises et les annonceurs. Et c'est justement cette influence croissante des réseaux sociaux qui sera au cœur de notre discussion aujourd'hui. Les influenceurs, ces personnes ayant une forte influence sur les réseaux sociaux, sont de plus en plus sollicités par les annonceurs pour promouvoir leurs produits ou leurs services. Mais comment s'assurer que cette collaboration est bénéfique pour les deux parties et respecte les bonnes pratiques ? Chez Oh My Mag, nous nous sommes vite positionnés comme médias hyper présents dans le monde de l'influence. Interviews, collaborations, formats originaux, mais aussi awards de l'influence. Oh My Mag arrive à réunir les communautés d'influenceurs et d'influenceuses divers et variés pour aborder des sujets spécifiques à leur public, la Gen Z. C'est d'ailleurs la Gen Z qui est le plus à même de parler de l'influence en 2023. L'année dernière, c'est eux qui ont été les plus grosses victimes des dérives de l'influence. Arnaque, dropshipping ou conscience écologique, les influvoleurs ont changé l'image de l'influence. Le scandale Magali Berda a d'ailleurs fait les gros titres en 2022, amenant l'influence au devant de la scène. Et du coup, 51% des influenceurs ont une image négative auprès du public. Pourquoi ? Parce qu'aux yeux du consommateur, influenceur égale télé-réalité. Du coup, en 2023, on peut se demander c'est quoi l'influence ? Comment mettre en avant les différents types d'influence qui se sont installés, quels sont les outils pour bien travailler avec les influenceurs et que doit-on retenir des erreurs du passé. C'est ce que nous allons aborder tout au long de cette conférence. Nous verrons d'abord comment la transformation de l'influence sur les réseaux sociaux a affecté les annonceurs et comment ils peuvent s'adapter à ces changements. Nous parlerons également des bonnes pratiques à suivre lorsqu'on travaille avec des influenceurs et comment créer des campagnes d'influence efficaces. Pour répondre à toutes nos questions, nous avons 4 intervenants avec nous aujourd'hui. Manon Delarue, chargée des réseaux sociaux chez Cerise, Amal Tahir qui est créatrice de contenu et autrice, on a Chloé Ortiz qui est aussi avec nous, qui est directrice de la marque Don't Call Me Jennifer, et Damien Defoucault qui est directeur général de l'UDECAM et administrateur de l'ARPP. On va commencer cette première partie de ce webinaire, donc une partie sur les différents types d'influence. Le premier sujet que nous, on va aborder, ce sera la mutation de l'influence. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les influenceurs, les discours des influenceurs, mais aussi les plateformes sur lesquelles ils postent. Et comment on fait pour s'adapter à tout ça quand on est annonceur et surtout pour appréhender le changement au niveau des égéries de marques. Il y a énormément d'égéries de marques qui ont changé. Avant, c'était un petit peu les magazines, des choses un petit peu inaccessibles. Et maintenant, c'est beaucoup plus des profils qui sont girl next door, des profils avec un langage plus direct, qui sont beaucoup plus proches des utilisateurs et surtout qui adoptent nos codes, nos valeurs, celles de notre génération, donc l'inclusion, la diversité, la liberté sexuelle par exemple, etc. Et il y a eu énormément aussi de scandales dans le monde de l'influence, on en a parlé un petit peu avant, et c'est vrai qu'on a eu une petite remise en question de la notion d'influenceur au profit d'un terme qui est plus celui de créateur de contenu. Il y a notamment des agences d'influenceurs comme Smile ou Follow qui se sont positionnés pour ce terme de créateur de contenu qui est maintenant revendiqué comme un véritable métier. Mais avant de passer à tout ça, on va essayer de revenir un petit peu aux bases avec nos invités. Manon, est-ce que tu peux nous parler des différents types d'influence qu'on peut trouver maintenant en 2023 ? Alors, c'est vrai que l'influence, donc ça commence à dater, j'ai envie de dire. Ça a commencé avec les blogueurs, les blogueuses, etc. Et il y avait ce côté très esthétique à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Instagram, c'était quand même la très belle vie, etc. Et ça se rapprochait plus des égéries de publicité qu'on pouvait voir, même si ça a été hyper bénéfique pour les marques, en fait, pour faire un premier saut dans le monde du digital, de collaborer avec ces influenceurs et influenceuses. Ça a créé beaucoup d'injonctions, mine de rien, pour toutes les communautés, etc. Et ça restait un monde rêvé. Et petit à petit, on a commencé à avancer un petit peu comme la société, tout simplement. Hein, l'influence a muté. Et on a eu de plus en plus d'influenceurs et influenceuses engagés qui prenaient position sur les notions de body positive, d'engagement pour certaines minorités, par exemple. Et on a eu une vague, une déferlante qui s'appelle le Covid, le confinement, n'est-ce pas ? Et là, il y a eu l'explosion de TikTok. Je pense que vous connaissez, ça doit parler à tout le monde. Et là, tout le monde est devenu influenceur. Donc c'était une petite nana, un petit mec dans sa chambre qui commençait à se filmer et à créer du contenu. Et il y a certaines personnes qui ont percé, comme on dit, et là tout a été chamboulé et on s'est dit tout le monde peut devenir influenceur. C'est quoi influenceur ? Est-ce que c'est un métier ? Et à ce moment-là, donc il y a eu pas mal de profils qui ont muté, et là en 2023 je pense qu'on peut dire don't call me influenceur, call me créateur ou créatrice de contenu.
Et on sent qu'il y a à la fois de l'engagement, à la fois de la proximité, puisque on a des profils de girls et boys next door, comme tu disais, et sur un côté beaucoup plus réel, proche des communautés qui parlent vachement à la Gen Z notamment. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'influence, c'est ça qui en fait sa beauté aussi, c'est qu'il y a une diversité, une multiplicité de profils, mais qui visent à se professionnaliser et à s'engager, puisque clairement, c'est ce que veulent les gens aujourd'hui, plus d'engagement sur les enjeux de société et de vrai, vraiment une notion de vrai, de responsabilité et d'éthique. Damien, justement, est-ce que toutes ces nouvelles formes d'influence, c'est ce qui vous ont poussé à créer la certification de l'influence responsable ? Alors absolument. En fait, en tant qu'administrateur de la RPP, je ne travaille pas à la RPP, mais effectivement, la RPP, c'est quoi ? C'est une entité qui rassemble les professionnels de la publicité et qui prône l'autorégulation. Elle le fait depuis la naissance de la publicité, ça fait plusieurs dizaines d'années déjà. Et effectivement, beaucoup de marques, c'est pas nouveau, ont suivi des influenceurs parce qu'il y avait une affinité entre leurs valeurs et les valeurs de marque. Et effectivement, il y a eu quelques écarts qui ont été constatés ces dernières années, ces derniers mois, qui a conduit la RPP à proposer un cadre et surtout à proposer une certification des influenceurs. Et nous, à l'UDECAM, qui sommes partie prenante de la démarche, puisque l'UDECAM accompagne les marques sur l'ensemble des médias et sur tous les leviers, y compris les nouveaux, on est très partisans de ça. Voilà. Est-ce que vous avez en tête des idées, des campagnes qui ont marqué ce changement justement sur le marché en 2022 par exemple ? Alors, j'ai pas d'idée de campagne en tête. J'ai un témoignage tout récent d'ailleurs d'un directeur marketing d'un manufacturier de produits, de produits électroménagers qui me disait voilà, 2020-2021, j'ai fait quelques opérations effectivement de ce qu'il est convenu d'appeler le marketing d'influence. Mais le problème, c'est que le marché n'est pas assez structuré. J'ai demandé une facture, j'ai jamais reçu de facture. Et ça, c'est pas possible. Et en fait, que le marché se structure, c'est bien. Mais ce que préconise la RPP, c'est effectivement la fixation d'un cadre déontologique dans l'exercice de cette profession. Qui fait quoi ? Déjà, on va s'attacher à définir les différentes parties prenantes de ce marché de l'influence et puis développer, s'assurer qu'elle prône le développement de comportements responsables, tout simplement. Donc, j'ai pas de campagne en tête en particulier, mais j'ai ce témoignage-là qui fait froid dans le dos parce qu'on se dit une grande marque comme ça ne peut pas prendre ce risque-là que de ne pas pouvoir traiter en comptabilité la dépense qu'elle a faite. Vous voyez, voilà. Justement, Chloé, par exemple, toi, en tant que directrice de la marque, donc comme Jennifer, qui est une très très grande marque, est-ce que tu actives différents types de créateurs de contenu en fonction des objectifs que vous vous fixez ou par exemple au gré des campagnes, des collections, comment ça se passe ? Au gré des objectifs, j'en suis pas sûre. Je pense que c'est plutôt au gré de notre envie de travailler avec des personnes en fait. L'influence, on a l'impression c'est un marché, c'est effectivement des profils différents, etc. Mais en fait, c'est surtout des gens derrière. Et ça, parfois, en tant que marque, parfois, on l'oublie aussi un petit peu. Mais nous, c'est vrai que c'est plutôt en fonction des personnes avec qui on a envie de travailler, on les rencontre. Et si ça fit, on travaille ensemble, au même titre qu'on va aller recruter un collaborateur au sein de l'entreprise. On marche plutôt comme ça et après on se dit ok telle personne avec qui on a envie de travailler on va peut-être la faire venir sur tel type de campagne ou pas et mais c'est assez rare que ça soit la campagne puis l'influenceur. Je pense notamment à la dernière grosse campagne qu'on a fait avec Studio Daniel qui est une influenceuse une créatrice de contenu avec Arthur évidemment, qui est un peu particulière puisque c'est une dame plutôt âgée et qui est un petit peu la grand-mère de cette Gen Z, évidemment digital, on s'entend. On avait envie de travailler avec elle et on a fait une campagne sur mesure autour d'elle et pas l'inverse. Si on n'avait pas rencontré cette personne, si on n'avait pas rencontré Arthur, on n'aurait probablement pas fait cette campagne. Donc c'est au même titre que des collaborateurs avec qui on a envie de travailler.
Justement, tu parlais d'influenceurs et de créateurs de contenu, on en a une avec nous, Amal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà pour commencer, toi, on sait que le terme influenceur, il est quand même très contesté en 2023. Toi, comment tu te définis? Moi, personnellement, je me définis en tant que créatrice de contenu. Donc, voilà. Après, je le prends pas mal quand on me dit influenceur, mais c'est plutôt le fait de ce que ça peut signifier derrière. Donc, l'arrière-pensée de se dire influenceur, c'est quelqu'un, du coup, qui a eu une très grosse communauté très rapidement, généralement dû à des émissions télé ou à des gros buzz entre guillemets, et alors que créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va produire du contenu gratuitement au début, justement par passion, et en fait il va construire sa communauté étape par étape, vraiment comme une maison quoi. Donc voilà. Et en fait, c'est vrai que du coup, moi, je me définis comme créatrice de contenu parce que moi, j'ai commencé sur les réseaux par vraiment une envie de partager, comme beaucoup de consoeurs et confrères à moi. Et en fait, c'est en ayant commencé par pure passion que les collaborations sont arrivées. En fait, je me suis pas dit, je vais faire un compte Instagram pour gagner de l'argent et faire plein de collabs. Je me suis dit, je crée mon compte Instagram parce que j'ai envie de partager autour de la sexualité, du corps de la femme, du body positive. Mais voilà, le créateur de contenu, pour moi, est défini par une passion du contenu. Donc, de faire des photos, de les modifier, de les poster, de créer des stories, d'aborder des sujets. Alors que l'influenceur, c'est une très grosse communauté, très brutale, suite à un buzz ou une mise en avant très, voilà, très en lumière d'un coup, quoi. D'ailleurs, je pense que si tu avais voulu créer ton compte pour te faire de l'argent, tu n'aurais pas réussi. Ouais, parce que c'est tellement un métier qui est prenant et il y a... Et c'est là où c'est normal que ça soit régulé parce qu'on les voit, les créateurs de contenu, ils travaillent d'arrache-pied, vraiment. Et nuit et jour, et c'est des choses un petit peu cachées d'ailleurs. Bah ouais, tellement. Que si on n'est pas passionné par ça, on peut difficilement rester et tenir sur la durée et percer. Ouais, tellement. Justement, qu'est-ce que tu apprécies quand les marques viennent te chercher? Est-ce que tu apprécies qu'elles voient cette passion, cette authenticité? Qu'est-ce que tu recherches, toi? Oui, absolument. Moi, quand je reçois un mail d'une marque, j'aime voir en fait, déjà que le mail est un peu personnalisé, quoi. Donc, voilà, pas vraiment que je vois en une ligne s'il faut. Voilà, je travaille pas toute seule. Aujourd'hui, j'ai une petite équipe et c'est vrai que on voit tout de suite quand, en fait, c'est un truc standing qui s'est dit, bon, ok, on lui envoie à elle. Et c'est vrai qu'on se dit, ah, est-ce qu'on va vraiment donner du temps et créer un truc alors que en fait la personne ne me connaît peut-être pas vraiment et du coup elle va peut-être pas accepter mes idées telles quelles, elle va pas du tout vouloir m'écouter en fait au moment du brief. Le brief, c'est un peu ce qu'on reçoit pour créer le contenu. J'aurais peut-être pas le droit de donner mon avis, de dire ah tiens, je me vois pas du tout dire ça, est-ce qu'on pourrait pas le tourner comme ça, j'aimerais plutôt prôner ça. Comme la marque ne me connaît pas, j'aurais trop peur qu'elle m'écoute pas en fait. Et du coup, ce que j'apprécie quand une marque envoie un mail ou qu'elle fait un premier contact, c'est déjà de voir qu'elle apprécie mon contenu, qu'elle me pose des questions et qu'elle soit ok, c'est quoi le but de la campagne exactement et comment on peut le tourner. Par exemple, je sais pas, je vais travailler avec une marque de skincare, moi je vais être contre le fait de parler de la marque en 3 jours. Il faut que je teste la marque, donc ça c'est hyper important pour moi, c'est qu'on me donne du temps de testing qui est nécessaire et surtout ok, je veux bien faire un post mais je vais jamais retoucher ma peau, donc si j'ai une cicatrice qui va être là, il va falloir valider le post. Pour moi, je vais pas l'enlever, quoi. Donc si elle ne me connaît pas, elle sait pas que je ne retouche pas mes photos, que je n'utilise pas FaceApp et tout ça. Et du coup, il y aura un blocage à un moment donné. Donc ce que j'apprécie, c'est une marque qui sait pourquoi elle m'envoie un mail, qui sait ce qu'elle veut et qui est prête aussi à co-créer avec le créateur de contenu et pas voilà ce qu'on va faire, ça doit durer 30 secondes et demie ça et puis ça. Et t'es là, et quoi, et je me place où dans ma personnalité, quoi. Donc voilà. Il faut des marques qui te connaissent. Oui, je pense que c'est le plus important, c'est que ou qui te connaissent ou qui veuillent en savoir plus sur ton profil durant un call ou enfin en tout cas qui soient intéressés par qui tu es et tes valeurs, quoi. Et de toute façon, un mal, c'est vraiment un peu la définition de ce que je disais tout à l'heure, du parler vrai et de réussir à bâtir sa communauté comme ça autour de tes propres valeurs et de tes engagements. Oui, quoi. Totalement. Pour moi, c'est important de ne pas devoir me changer pour la marque. C'est que voilà, la marque me prend comme je suis, quoi, tu vois, donc voilà. Justement, on va pouvoir passer à la partie 2, on va voir si les marques doivent changer pour vous. La partie 2, donc c'est comment bien choisir les influenceurs et les influenceuses avec qui les marques vont travailler. Et on l'a vu là avec tout ce que nos invités viennent de nous dire, avec l'évolution du métier de créateur de contenu et des différents types d'influence, les marques ont totalement changé leur manière d'aborder l'influence et les influenceurs.
Et là, on va voir avec nos intervenants les petits trucs et astuces pour trouver l'influenceur ou l'influenceuse qui correspond totalement à votre discours de marque. Je vais prendre Chloé d'abord. Comment toi, par exemple, tu t'y prends pour choisir les créateurs de contenu avec lesquels tu vas travailler? Est-ce que tu as des best practices? Vous faites beaucoup de collabs avec des... Comme je disais, la best practice, c'est d'abord de les rencontrer. Non. Et Amal avait raison. C'est d'abord de s'intéresser à eux et ce qui est intéressant aussi, c'est que les créateurs de contenu, ils ont une vitrine. Donc cette vitrine-là, il faut la regarder avant de se dire est-ce que effectivement on a envie de collaborer avec cette personne, parce que c'est vraiment une collaboration. C'est pas des panneaux de 4x3 comme les annonceurs avaient l'habitude de faire, et il y en a encore qui ont l'habitude de faire. On n'arrive pas avec une affiche qu'on colle sur quelqu'un. Donc si on a envie si évidemment cette personne, on se dit ok, donc les valeurs correspondent, en tout cas on imagine qu'on peut collaborer. Ensuite, c'est évidemment de rencontrer cette personne, de voir si ça peut matcher, de voir s'il y a une envie qui est réciproque de travailler avec la personne, parce que et d'ailleurs nous ça nous est arrivé au cours des années de se dire finalement peut-être que ce qu'on voit, ça correspond à nos valeurs et pourquoi pas, mais en fait, le feeling n'est pas passé. Tout comme un entretien, quand on voit un CV, on se dit ok, bon profil, et en fait on se dit finalement sur des collaborations, et c'est nous ce qu'on essaye de faire chez Don't Go With Me Jennifer, c'est des collaborations longues avec des projets. Aujourd'hui, une co-création, ça prend 8 à 10 mois, donc en fait elles font partie, les créatrices de contenu avec qui on travaille, elles font partie intégrante de l'univers de l'entreprise et donc de notre quotidien. Est-ce qu'on a envie ou pas, et c'est ça tout l'intérêt et aussi l'étincelle qui fait que ça marche. Et après, je pense qu'il faut aussi, en interne, trouver des personnes qui... alors nous, on travaille évidemment sur la génération Z, mais trouver des personnes qui savent qui est la marque, et aussi qui sont en veille permanente sur les influenceurs. Nous, on est une marque lycéenne étudiante, donc nous, on est très vieux. Voilà, je suis extrêmement vieille pour mes collaboratrices, et donc en fait, je m'entoure de cette génération-là. En fait, on ne peut pas prôner d'aller recruter des gens qui parlent la Gen Z si on n'a pas les codes, et la meilleure façon d'avoir les codes, c'est de recruter. L'extérieur de l'entreprise souvent doit ressembler à l'intérieur, et c'est aussi ça qui est important. Donc le deuxième type, je dirais, c'est de s'entourer de gens en interne qui savent qui est la marque et avec qui potentiellement la marque aurait envie de travailler, et c'est hyper important, parce que c'est vrai que souvent quand on va voir des agences, personne ne connaît mieux la marque que des gens qui y travaillent et les valeurs de marque et qui ont tout l'historique, etc. Donc c'est important aussi de s'entourer de gens en interne. Manon, toi en tant que chargée des réseaux sociaux dans un média, comment tu pilotes cette recherche du futur créateur partenaire? Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec Chloé. Alors évidemment, il y a des agences d'influence qui vont pouvoir nous aider un peu dans les recherches, nous proposer des profils. Il y a des outils qui vont nous permettre un peu de regarder les KPIs. Cette personne, elle est suivie par telle communauté, le taux d'engagement, c'est celui-ci. Mais clairement, aujourd'hui, on va chercher plutôt des influenceurs pour leurs valeurs et un discours de marque quand on va faire une collaboration avec elle, ou nous, en tant que média, un discours éditorial, tout simplement. Et c'est vraiment mon équipe aujourd'hui. J'ai la chance de travailler avec des personnes qui sont connectées, passionnées, tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça, en fait. Je pense que la veille et la passion pour ce domaine-là, en fait, ne peut pas être égalée par toutes sortes d'outils, etc. Donc ils développent une expertise. Ils sont très jeunes, en effet. Et donc, en fait, ils travaillent vraiment avec leurs attraits, leur passion. Et je pense que c'est comme ça qu'on réussit à faire de jolies collaborations. Si je prends par exemple Oh My Mag, nous on s'est rapidement en tant que média positionné sur l'influence, puisqu'on parlait à cette Gen Z, donc on a vu en fait qu'il y avait un intérêt, alors oui, pour le divertissement, la pop culture, etc., mais aussi pour les influenceurs et les créateurs de contenu. On a pu créer les Oh My Mag Awards, où on récompensait l'influenceur, influenceuse de l'année. Maintenant, c'est créateur, créatrice de contenu de l'année. Et en fait, on voit qu'il y a
cette émulation et cet intérêt. Et donc vraiment, c'est grâce à cet échange aussi avec nos communautés qu'on va aller pouvoir proposer aujourd'hui, quand on fait des OPS et des collaborations avec des marques, des influenceurs, enfin des créateurs de contenu qui seront hyper qualifiés pour le discours de marque qui est en face. Par exemple, donc on a déjà eu la chance de travailler avec Amal sur une marque de culottes menstruelles. On a un programme qui existe, qui s'appelait Les Règles, qu'on a co-créé avec Amal. Et quand cette marque est venue, évidemment, on a tourné des épisodes avec Amal sur ce discours autour des règles qui va s'adresser aux jeunes filles. Donc voilà, on travaille un peu pareil aussi en collaboration vraiment avec ces créateurs et ces créatrices de contenu. Donc je pense que c'est vraiment la créativité et la passion aujourd'hui qui nous caractérise. Et comme on travaille vraiment en édito avec tous ces influenceurs, ensuite on arrive à adosser en fait des discours de marque pour les différents annonceurs. Et tout ça c'est très créa, mais malheureusement je ne donne pas vraiment de process en fait, un peu justement plus légal, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment drivé par cette passion surtout. Justement, en parlant de valeur et de légal, Damien, est-ce que tu penses que si il y avait eu la création de la certification avant, ça aurait pu éviter des bad buzz à certaines marques? Alors je pense que oui. D'ailleurs, j'ai dans mon dos un petit fascicule, mais qui est déjà même plus à jour. Hein. Hyper bien caché. T'as vu? Moi, je l'avais pas vu du tout. L'Observatoire de l'influence responsable. Oui, c'est-à-dire que, évidemment, ceux des influenceurs qui vont aller chercher cette certification, c'est relativement simple. Hein. D'ailleurs, je fais un petit point là-dessus. Ce document est déjà plus à jour, puisque en décembre, il y avait 180 influenceurs certifiés par la RPP. Courant janvier, il y en a un peu plus de 360, si ma mémoire est bonne, mais ça va très vite. C'est peanuts par rapport à la communauté de 15 ou 20 000 influenceurs. Hein, je crois que vous êtes 15 ou 20 000 en France. Mais c'est un très très bon début et c'est un moyen pour les influenceurs de se protéger aussi d'un certain nombre d'excès, parce que les abus aussi ne sont pas que à observer auprès de la communauté des influenceurs, mais ils sont parfois auprès des intermédiaires dont les pratiques commerciales peuvent être parfois abusives elles aussi. Mais ce qui est génial, c'est qu'il faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Chloé, quand tu parlais de l'étincelle, ce qui est génial avec ce levier de communication, c'est que, en fait, les influenceurs, plutôt les créateurs de contenu, par le nombre, sont arrivés à créer un média en quelque sorte. Et ce qui est génial, c'est que le transfert des valeurs de marque vers les valeurs de l'influenceur, ça en fait un média hyper affinitaire. C'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui permet aux marques qui avaient un statut un peu trop iconographique, un peu trop distant dans la publicité traditionnelle, ça leur permet de communautariser leurs audiences. Voilà. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. L'exemple qu'on vient de citer avec Amal, il est assez extraordinaire cet exemple. Mais voilà, ce que prône l'UDECAM et au-delà de l'UDECAM, la RPP et l'ensemble des parties prenantes, des professions qui sont représentées au sein du conseil d'administration de la RPP, c'est l'autodiscipline. Des leviers de communication, les marques en ont utilisé depuis une centaine d'années bientôt. À chaque fois qu'il y a un nouveau média qui est apparu, un nouveau levier qui est apparu, il a connu des excès, il a porté son lot d'opportunistes, il a fallu cadrer un petit peu les choses, mais ce qui est important et ce qu'on essaie de dire au pouvoir public qui se penche sur la question à la faveur de l'anecdote malheureuse de cet été, ce fameux clash dont on a tous entendu parler, ça consiste à leur dire: ok, vous voulez mieux encadrer, et vous avez raison, mais il y a déjà un corpus existant, il y a déjà un arsenal juridique, législatif, déontologique qui existe, qu'on peut peut-être adapter, sans pour autant créer une nouvelle loi, parce que si on crée une nouvelle loi, on prend le risque qu'elle entre en collision avec des lois qui ont été créées antérieurement, et voilà, ça va poser des problèmes. Donc, oui à l'autodiscipline, dans un cadre respectueux des valeurs de chacun. Mais un cadre sain n'empêche pas l'étincelle. Absolument. C'est pas Amal qui va me contredire là-dessus. Amel, justement, Damien disait qu'il fallait aussi protéger les créateurs de contenu. Est-ce que toi, ça t'arrive comme les marques de faire un casting de marque? Est-ce que tu as déjà refusé des collaborations avec des marques? Oui, j'en refuse plus que j'en accepte. Lors de mon travail, je vais refuser énormément de collaborations. Il y a plein de raisons.
ça c'est personnel, mais dropshipping, enfin voilà, au niveau de, du coup, c'est légal, mais moi ça me correspond pas. Je suis une femme qui fait une taille 44-46, donc s'il n'y a pas assez de taille, je vais refuser. Je vais refuser si, voilà, en fait, quand nous, en fait, on reçoit la demande en interne, donc voilà, machin X a mal, on me dit ok, on regarde la marque, on regarde l'Instagram si on connaît pas, on va voir le site web, on regarde, est-ce que la société elle est enregistrée, donc on regarde un peu à qui on a affaire parce que ma communauté me fait confiance. Donc c'est hyper important pour moi de rendre cette forme de confiance en leur proposant des produits que j'aime, que j'utilise et que ils vont pas avoir de problème de livraison, le produit va jamais arriver, etc. Donc voilà, oui, bien sûr. Moi, je sais que je refuse beaucoup de collaborations. En fait, en tout cas, moi, aujourd'hui, au stade où j'en suis, donc ça fait plus ou moins 2 ans et demi, 3 ans que je suis créatrice de contenu, disons que je reçois plus ou moins entre 100 et 150 demandes de collaboration par jour. Donc, on se rend bien compte. Et dans la journée, on doit en accepter une. Franchement, on doit en accepter une ou deux. Enfin, c'est... voilà. Et on fait, nous aussi, de notre côté... moi, quand je fais la story ou le post ou le réel, enfin peu importe le contenu, je fais en sorte de toujours mentionner que c'est une collaboration. Maintenant, Instagram, on peut le marquer tout en haut et légalement, on est obligé de le faire. Et moi, personnellement, pour avoir déjà fait des stories où j'explique un peu les backgrounds, je dis toujours, enfin déjà il n'y a pas de honte à avoir, donc enfin je dis toujours aux autres créateurs, genre ne cachez pas vos collaborations, c'est votre travail et c'est important que le consommateur sache que vous êtes payé pour parler de, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, on doit aussi marquer le gifting, donc c'est des cadeaux qu'on va recevoir, parce que voilà, les marques aiment bien s'envoyer nos adresses l'un vers l'autre, du coup on reçoit plein de cadeaux, c'est cool, et voilà, même si par exemple je reçois un truc et je le donne à une pote ou à ma mère, si je filme, quand je lui donne son petit cadeau, je vais mettre gifting, c'est hyper important parce qu'en fait, moi ça change pas mon avis, mais le consommateur doit le savoir, il doit savoir que je l'ai reçu gratuitement parce qu'en effet ton avis peut pas être altéré, enfin moi en tout cas non, mais c'est vrai que ça peut arriver que quelqu'un se dise ça c'est super parce qu'il l'a pas payé, enfin tu vois ce que je veux dire, et du coup c'est vrai qu'il faut toujours mettre gifting, gratuit, enfin réception du cadeau ou partenariat rémunéré dans le cas du rémunéré. Donc nous en fait de notre côté on fait en sorte que tout soit carré. Et pour arriver à un résultat carré, moi j'ai jamais eu de problème avec les marques, pourtant j'ai fait vraiment des centaines et des centaines de collabs, mais par contre, du coup quand on reçoit le mail, on s'emballe pas quoi, on prend le temps de qui est cette marque, d'où elle vient, est-ce qu'elle est bien enregistrée, on regarde les avis. Souvent, ce qui arrive très souvent, les marques le savent pas, mais c'est que entre créatrices de contenu, on s'appelle quoi, on se dit t'as déjà travaillé avec eux, et du coup on sait par exemple les marques combien elles vont payer une certaine influenceuse, du coup on compare par rapport à pourquoi, etc. Ou bien on va demander est-ce que tu as eu des problèmes, non, tout a roulé, c'était parfait, le contrat est clean, et du coup en fait on parle aussi entre nous, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le même bureau que on s'appelle pas et qu'on n'a pas des petits groupes WhatsApp pour partager, et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très rassurant quand je reçois un mail et que je sais qu'une de mes amies a collaboré avec eux, et en fait je l'appelle quoi et je lui dis c'était comment et du coup c'est vrai que ça nous permet en fait de voilà ça nous permet de pouvoir en fait avoir un avis et pouvoir nous en fait savoir avec qui on travaille et protéger notre communauté. En fait pour moi c'est capital de protéger ma communauté quoi. Ça c'est très important. Et du coup, quand on est nous médias ou annonceurs, c'est vrai que le plus important c'est de pas trahir aussi votre ADN en tant que créateur de contenu et l'ADN que vous transmettez à votre communauté, les valeurs de votre communauté. Et on a quand même remarqué que les meilleures campagnes, ça restait celles où on laissait quasiment carte blanche à l'influenceur, qui pouvait montrer sa personnalité comme il la montre à sa communauté tous les jours, effectivement. Et du coup, avec les informations qu'on a récoltées dans ces 2 premières parties de ce webinaire, on va pouvoir passer à la 3e partie, qui est comment bien travailler avec les influenceurs quand on est annonceur ou marque, comment adapter sa marque et ses campagnes aux besoins d'abord des influenceurs et surtout à ses besoins et ses objectifs business. Amal, toi par exemple, est-ce que travailler avec toi, c'est que faire de la sexo sur tes réseaux sociaux ou est-ce que tu fais plein d'autres choses? Moi, je fais plein d'autres choses parce que, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a des créateurs. En fait, on a parfois des domaines d'expertise, mais en fait, on est nous en fait, donc ça veut dire que en fait la communauté quand elle te regarde, elle regarde ta globalité. Donc en fait moi avant je parlais pas beaucoup de mode et puis il y a eu des marques qui m'ont dit en fait on adore comment tu t'habilles, viens on bosse ensemble, et en fait ça a ouvert ce côté un peu mode grande taille dans mon compte, mais c'est la marque un peu qui m'a poussé à le faire, moi je le faisais pas trop, ou par exemple de temps en temps je parlais des tips beauté et en fait moi je me disais je vais pas trop travailler avec des marques beauté parce que je suis très là j'ai un bouton, enfin je suis très naturelle dans mon
truc parce que tout le monde a des soucis de peau, de cheveux, on n'est pas parfait. Et en fait, il y a beaucoup de marques à qui ça parlait beaucoup, chose que je ne savais pas, qui étaient en mode, en fait, nous, ça nous dérange pas du tout que tu sois, toi, sans retoucher les photos beauté, etc. Et du coup, voilà, moi, je ne fais pas que de la sexo, mais je pense qu'on a notre petit truc de naissance, mais après, en fait, notre communauté, elle nous aime pour qui on est de manière générale. Donc, c'est vrai que, et puis, important de savoir que les abonnés nous suivent pas toujours pour la même raison. Enfin, il y en a qui nous suivent pour la mode. En fait, donc, même dans ce qu'on propose, il y en a qui vont vraiment venir chez nous pour des raisons spécifiques. Donc voilà, non, moi personnellement, je ne fais pas que de la sexo et je pense que toutes les créatrices de contenu, créateurs, en fait, on fait plein de trucs différents et on est aussi prêt à se challenger, en fait. Et ça, c'est important de le dire, c'est que parfois, grâce à des marques, on se découvre des passions et des trucs. Donc c'est ça où je pense que c'est important, cet échange entre la marque et l'influenceur, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Oui, puis t'es autrice aussi, tu vois. Donc je veux dire, je trouve ça important de se dire, d'aller chercher un peu les annonceurs, de les sortir un peu des sentiers battus quand il y a des collaborations comme ça avec les créateurs de contenu, de se dire, travailler avec un influenceur, une influenceuse, c'est pas seulement un post ou une vidéo sur les réseaux sociaux, il y a la possibilité de développer des projets type donc des collections quand on est une marque mode, etc. Et pas seulement se dire, je vais collaborer avec telle personne, ce sera une photo, un lien et une mention partenariat rémunéré, quoi. Il y a tellement de choses à faire que... Et puis nous, du côté créateur de contenu, j'aimerais dire un truc pour les annonceurs, les marques, c'est qu'en fait, quand on nous impose quelque chose, faut savoir que déjà, nous, quand je dis nous, je parle vraiment des créatrices de contenu engagées qui ont essayé un peu de changer les codes de ce monde de l'influence. Au début, on nous disait, mais tu n'auras jamais de collab, t'es pas un profil, on appelle ça un profil net, propre. Et du coup, oui, tu m'étonnes quand tu dis en story, premier jour de règle, oui, t'es pas parfaite. Mais en fait, on s'est un peu battu, en fait, on se rend pas compte de la guerre qu'on a menée contre les marques pour que ils arrêtent de vouloir vraiment que le profil parfait standardisé. En background, ça a été une vraie lutte pour nous. Nous, on en parle encore. Même hier, j'en parlais avec Tania Mecuplus qui fait aussi du contenu justement body positive, self-love. Et on se disait, et du coup, je lui parlais du webinaire et elle me disait, en fait, on s'est battu pour avoir droit à être accepté par les marques et qu'on soit pas le profil lisse comme on l'appelle. Et vraiment, si j'ai un conseil, c'est que parfois écouter le créateur de contenu et se dire peut-être qu'on va prendre la direction qu'elle propose, ça marche 1000 fois mieux, parfois, parce qu'en fait, la communauté doit nous reconnaître, en fait. Alors que quand on doit lire un texte par cœur, moi, ça, je refuse déjà les textes par cœur, ça va pas ou quoi. Mais, voilà, les trucs par cœur où chaque mot doit être fait comme ça, en fait, ça prend beaucoup moins bien au niveau des ventes, au niveau des clics sur les liens, au niveau de toutes les stats. Elles sont moins bonnes. Moi, je l'ai déjà vu. Quand j'ai fait un peu le truc vraiment comme la marque voulait, je m'emmerdais, tu vois, j'étais en mode off, c'est tout, quoi. Et puis je voyais les trucs derrière, et je me disais, il n'y a pas eu autant de ventes que je voudrais, mais c'est normal, je me sentais bloquée. Et du coup, je prends un peu la marque comme ça, je les fais sortir de leur zone de confort, et je leur dis, faites-moi confiance pour la deuxième story. Et là, on voit tout de suite le résultat. Franchement, c'est deux mondes différents, quoi. Quand tu prends un mix entre toi et la marque, tu as des résultats même de vente qui sont 1000 fois mieux, quoi. Et je pense que tu as raison. Hein. Quand Manon disait que pendant la période de Covid, les marques étaient en recherche d'authenticité, c'est exactement ce que leur apportent les créateurs de contenu comme toi. C'est-à-dire que ce qui fait l'authenticité d'un discours de marque, c'est toutes les aspérités, toutes les imperfections que portent les influenceurs. Et c'est ça qui rend le discours un peu plus crédible. Oui, et moins aseptisé, en fait. Exactement. Ça ne change rien. Puis on se projette vachement plus, de toute façon. En fait, c'est très complémentaire de la publicité traditionnelle. Je pense que les marques ont besoin à la fois de statut, c'est ce que la publicité traditionnelle leur apporte, et elles ont besoin aussi également de se rapprocher de leurs audiences, de leurs utilisateurs. Et plus la critique est authentique, plus la marque, elle perd un peu de contrôle, la marque, avec son influenceur, mais elle gagne en crédibilité en ce que l'influenceur livre une critique a priori objective avec les plus et les moins. Et si au final, après cette livrer à cette critique, l'influenceur recommande la marque, mais c'est tout bénef pour la marque. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. De toute façon, nous, on est une marque imparfaite. Donc à partir de ce constat-là, on s'est dit carte blanche, puisque de toute façon, on est et on a été et on le sera une marque imparfaite. On n'est pas du tout une marque lisse et c'est ce qui a fait notre ADN depuis 35 ans. Et c'est vrai que quand on a repris la marque il y a 4 ans maintenant, c'est le premier constat qu'on s'est fait. Et en fait, on s'est dit aujourd'hui, on va pas aller sur, excusez-moi, les médias à papa, parce qu'en fait, c'est la pub à papa. Pas tout de suite, bientôt. Après. Mais
c'est ça aussi qui nous a toujours intéressés, et c'est comme ça aussi on est redevenu leader sur les lycéennes et les étudiantes. C'est parce que on a dit ok, en fait là on arrive dans une entreprise, l'image que vous véhiculez ou que vous avez envie de véhiculer, ce n'est pas l'image de votre marque, ni l'ADN de votre marque, ni ce qu'on voit en magasin. Jennifer, c'est une marque imparfaite, et on va l'assumer et on va le dire, et on va travailler avec des gens qui sont aussi imparfaits que l'on est, et qui sont aussi sympas et rafraîchissants par cette imperfection ou par cette perfection qui est dictée par la société, parce que cette perfection-là, elle existe, et c'est ok d'être parfait aussi. Mais voilà, nos clientes sont plurielles, et donc du coup, effectivement, on ne peut pas aller imposer une image, un renvoi, une chose, et l'influence, ça nous permet de parler à tout le monde de manière authentique, et pour nous, c'est notre seul média, presque, à part nos magasins, parce que ça aussi c'est un média pour nous, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a, au début, bien avant le Covid, au début du marché de l'influence, on a fait un truc aussi, c'est qu'on a pris ces créateurs de contenu et on les a mis en physique, dans nos magasins. Dans nos vitrines, dans nos PLV, on avait arrêté complètement de communiquer avec des mannequins, et on avait pris ces filles dites imparfaites et on les avait remis dans le physique. Elles étaient passées du digital au physique, et ça c'était très novateur à l'époque. Maintenant plein de gens le font, et c'est tant mieux. Mais de voir toutes ces filles, cette pluralité, et filles et garçons d'ailleurs, parce qu'on a fait aussi pas mal de partenariats avec des créateurs de contenu. De les voir en physique, c'était assez impressionnant, comme pour eux et comme pour nous, et aussi comme en tant qu'annonceur et en tant que marque. Justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'évolution que vous avez eue dans votre relation avec les influenceurs? Vous êtes passé de simples posts à maintenant de la co-création. Comment ça s'est fait tout ça? Alors en fait, on est vraiment pas du tout parti sur les posts au départ. En fait, l'idée vraiment c'était de communiquer, de ne communiquer plus qu'avec donc des créateurs de contenu, et donc on faisait toutes nos campagnes de saisonnalité avec eux. Donc c'était pas des posts, c'était vraiment on les shootait, et donc c'était vraiment aux prémices de l'influence. Donc et pour eux et pour nous, c'était nouveau, parce que shooter des mannequins, c'est pas la même chose que shooter des créateurs de contenu qui ont à l'époque pas forcément d'expérience. Donc ça a été une sacrée aventure. Et ce qui était bien, c'était que c'était une aventure commune, et pour nous deux, pour l'annonce, on va dire, notre marque et les créateurs de contenu, c'était nouveau. Du coup, on a un peu co-créé des modèles qui n'existaient pas, qui n'étaient pas encadrés. On a co-créé des contrats, des façons de rémunérer, et c'est ce que tu disais, vous appeliez, tu t'appelles une pote, etc. Nous, on partait souvent pour faire les campagnes avec 4 créatrices de contenu, et en fait, moi, peu importe le nombre de followers, je les rémunérais de la même chose. Et en fait, ça, c'était... je me souviens d'avoir eu beaucoup de débats avec des agences d'influenceurs qui disaient « Non, mais ça, c'est pas possible. Parce que tel talent ne vaut pas tel talent, puisque leur communauté... » Je dis « Oui, mais elles vont faire le même travail. » Donc, c'est vrai qu'on a, on a un peu aussi, nous, mis des cadres en tant que marque, parce qu'on avait besoin de ces cadres-là pour bien collaborer, et qui n'étaient pas encadrés. Donc, on a plutôt commencé comme ça. Et en fait, comme le marché de l'influence, comme les créateurs de contenu, on a aussi grandi, on est devenu aussi mature en même temps que les créateurs de contenu, en même temps que ce marché, en même temps que... Donc là, on fait aussi différemment, et c'est pas plus mal, on fait moins, puisque il y a quand même, le marché de l'influence a atteint quand même un stade où c'est moins la folie qu'avant. Mais du coup on fait mieux, et puis on travaille vraiment avec des gens avec qui on a des affinités, et avec qui on est attaché.
Et au niveau de la rémunération, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est vrai qu'il y a ce fameux barème par rapport au nombre d'abonnés et c'est quand même important que les annonceurs puissent le savoir. C'est que en fait, des statistiques, faut les lire de manière déjà globale, c'est-à-dire au niveau du taux d'engagement. C'est vrai que ce fameux taux d'engagement, il est plus élevé en effet quand on regarde les statistiques chez quelqu'un d'engagé. Tout simplement, je pense, parce que en fait, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais je pense que c'est parce que moi, par exemple, quand je croise des abonnés dans la rue, c'est comme si je croisais mes potes. En fait, c'est genre ah mais du coup t'as pris ton café là, mais trop bien, j'ai testé grâce à toi. Donc en fait, moi, ce que j'essaie de casser, et je suis pas du tout la seule, toutes les créatrices de contenu engagées, c'est un petit peu cette hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'influenceur, la communauté, on est vraiment en mode, on est potes quoi. Ça m'est déjà arrivé de aller en soirée, de croiser des abonnés, de passer la soirée avec, de faire des afters et tout. Enfin, dans le sens où en fait on devient vraiment potes parce que en fait, on parle de notre... En fait, une des seules manières d'être proche, c'est de parler de son intimité. Et quand je dis intimité, c'est, oui, les petits tracas quotidiens qu'on peut connaître en tant que femme, que personne n'en parle. Du coup, on est là dans sa chambre, ou là, je suis toute seule. Et de parler de tous ces petits struggles. Moi, je parle beaucoup de l'amour, des relations, enfin, toutes ces peines de cœur, etc. J'adore la mode, mais c'est vrai que parfois, je trouve pas ma taille. Donc, j'en parle aussi quand ça va pas. Et du coup, c'est vrai que le taux d'engagement dans les statistiques, dans notre kit média, comme on l'appelle, va être plus haut. Et du coup, surtout, je trouve que c'est, moi, ça m'arrive aussi encore beaucoup de avoir, on voudrait vraiment, sans rigoler, 15 stories à un Reels, le budget de 200 €. Ça va être difficile parce que ils se rendent pas compte qu'en fait, ok, on va faire un contenu, eux ils voient quoi? Le contenu payé, mais en fait nous, pour rendre ce contenu viable, on va devoir produire avant et après du contenu gratuit. C'est normal parce que en fait on veut pas avoir l'air, c'est un truc qui fait peur aux créateurs, d'avoir l'air d'être un panneau publicitaire. Donc on fait notre calendrier édito, donc le calendrier calendrier éditorial qui est en fait, on se dit ok, si samedi je poste ma collab, je vais faire en sorte que vendredi et ça, et puis je mettrai ces stories là, et puis la collab doit pas être trop tard dans la journée, donc je vais la faire là. Donc en fait, ce qui est important aussi, c'est de se présenter par mail ou peu importe chez le créateur de contenu avec un budget en tout cas qui est ok pour respecter son travail. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui refusent, en tout cas dans nos discours quand nous on en parle, parce que le budget parfois est pas correct par rapport à ce qui est demandé. Alors en sachant que beaucoup de créateurs de contenu comme moi engagés ferment beaucoup les yeux pour des small business par exemple, on veut vraiment soutenir, donc bien sûr on va réduire nos prix pour pouvoir accompagner des petits créateurs. On peut comprendre aussi que les marques passent par des moments financièrement délicats, donc on est toujours prêt à la discussion. Mais parfois, c'est vraiment ridicule, comme je donnais l'exemple, 15 stories pour 200 €. T'es en mode, je vais payer mes impôts, moi aussi, tu vois. Donc, ça, c'est un truc qui est hyper important, c'est de respecter le créateur et de, comparer par rapport à ce qu'on a fait, mais de quand même proposer un budget qui respecte la personne parce que, ok, nous, on va dire non. Mais en fait, on se sent quand même mal quand on dit, mais attends, ils ont vraiment cru que je valais ça. C'est ok, ils définissent pas ma valeur, mais on se dit, mais en fait, sa photo, elle va me prendre 5 heures, quoi, tu vois. Donc, je vais faire bouger une maquilleuse, je vais aller faire mes photos, je vais les refaire, je vais tourner une vidéo, je vais faire appel à une vidéaste parfois. Je vais mettre les sous-titres, je vais faire la bio. Donc, en fait, il y a tellement de trucs derrière et je pense que les annonceurs doivent être au courant que la photo, elle est postée, d'accord, mais il y a tout un background derrière qui est immense. Et puis, en dehors de ça, il y a notre contenu gratuit. Parce qu'en fait, notre contenu gratuit, c'est aussi ce qui nous passionne beaucoup. Et du coup, on doit le produire et on perd du temps sur ça pour le faire pour les annonceurs. Donc, c'est important de se dire qu'il y a un calendrier édito et c'est important de savoir que nous, on réfléchit en globalité avant de poster un contenu rémunéré. Et je pense que c'est important quand on va vers un créateur de contenu, c'est pas « Ah ok, il a 100K, je vais lui demander 2000 €. » C'est de se dire ok, pourquoi je veux cette personne? Je lui demande un peu ses tarifs et je vois si je peux m'aligner ou pas. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus respectueux que d'un mail. Moi, ça, c'est un truc que je refuse quand il y a déjà le budget au premier mail. Attends, viens, on en parle, quoi. Viens, on voit t'es qui, je suis qui. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important pour le coup. Tu as raison, Amal. Et puis, si je puis me permettre, je pense qu'une des réponses aux excès que tu décris, c'est la transparence. Quand des créateurs de contenu ont beaucoup de talent en matière de mise en scène et de promotion d'un produit ou d'enregistrement d'un tuto, sont pas pour autant commerciaux dans l'âme, mais quand ils sont représentés par un agent d'influenceur, ce qui est important, c'est d'installer une relation de transparence. Je pense qu'il est normal, et tout métier mérite salaire, d'ailleurs, les agents d'influenceurs qui cherchent les marques pertinentes en affinité avec les annonceurs, avec les créateurs de contenu qu'ils ont en portefeuille, c'est un métier qui mérite une rémunération, mais ce qui est important, c'est la transparence. Il n'y a rien de pire que quand l'influenceur ne sait pas combien la marque a dépensé,
et ne sait pas combien l'intermédiaire... ça c'est compliqué, c'est pas possible. Je veux pas faire mon ancien combattant, mais dans la publicité, nous on a connu, enfin pas moi, parce que j'étais trop jeune. La loi Sapin. La loi Sapin. On est vraiment vieux, nous. Hein. Elle a instauré... oui, je sais, c'est dans le marque de boomer, mais elle a instauré une relative transparence. Nous ne sommes pas pour la transposition de la loi Sapin, mais ce qu'elle a permis, la loi Sapin, c'est d'apporter une certaine transparence. Et on est beaucoup sans agents. Moi, je suis pas en agence, par exemple. C'est les influenceurs créent en fait. Il y a vraiment deux teams, les agences, les pas agences, l'agent singulier. Et moi, par exemple, je suis pas en agence comme beaucoup de mes consoeurs, parce que oui, enfin, il y a mille raisons qui font que, mais du coup, on a d'autant plus besoin de cette transparence. On n'est pas genre, je vais être payé autant qu'elle. En fait, on va pas se comparer à quelqu'un à côté, mais on veut comprendre ce qui fait la différence et on veut, Exactement. Et on veut, comme dans le milieu du travail. Des plateformes qui sont pas forcément des agents, mais qui automatisent le traitement transactionnel, qui permet d'automatiser la rémunération des influenceurs. C'est ces gens à qui il faut faire confiance, à condition qu'ils soient porteurs d'une certaine transparence dans leur pratique commerciale. Bien sûr. Et on veut aussi se combattre contre les inégalités. Enfin, est-ce qu'une personne racisée est autant payée qu'une personne blanche? Tout ça, c'est des questions hyper importantes pour nous. Ça a déjà été prouvé que certaines influenceuses noires étaient moins payées que des influenceuses blanches. Pour nous, c'est un vrai combat de faire du terrain de la création de contenu quelque chose de safe pour tout le monde. Les marques, les agents et les créateurs de contenu, si une influenceuse noire a autant d'abonnés qu'une influenceuse blanche et qu'elle a le même taux d'engagement, il faut qu'elle soit payée pareil. Pour nous, c'est vraiment important de ramener cette... En fait, les réseaux sociaux, c'est un peu comme si les jeunes, on avait créé notre safe place, en fait. C'est-à-dire que, il y a trop de bordel dans la société, venez, on crée un truc où tout le monde est le bienvenu. En fait, c'était un peu ça. Et on veut pas que toutes ces inégalités viennent dans notre petit monde, en fait. Donc, c'est pour ça que on se bat pour que ça reste safe pour tout le monde. Alors, bien sûr, il y a des plus gros budgets pour des plus grands influenceurs, on est totalement OK. Mais il faut quand même, en fait, c'est une marque de respect de proposer un budget correct, ou au moins d'en parler, quoi. Je pense que c'est important. Justement, tu parlais de safe place. Damien, tu parlais de transparence. Est-ce que on peut imaginer, après la certification, la création d'un guide, par exemple, des bonnes pratiques pour bien collaborer avec un créateur de contenu? Alors, il y en a déjà beaucoup. Je ne sais pas si Oh My Mag en a fait un, mais beaucoup d'éditeurs ont déjà créé des guides de best practice. Ce qui serait intéressant, et ce à quoi on va s'attacher avec la RPP et toutes les parties prenantes, c'est de faire ce travail de synthèse des bonnes pratiques, oui, bien sûr. Ouais. C'est un travail qui est en cours. Parfait. Manon, on a beaucoup parlé de ta collaboration avec les influenceurs sur la partie édito, surtout. Mais comment tu fais quand vous ajoutez une marque à l'équation média influenceur? Alors déjà, je pense que tout le monde l'aura compris, on essaie déjà d'avoir énormément d'éthique. Je pense que c'est un besoin de tout le monde en fait. Les communautés ont envie que ce soit hyper clair et transparent, entre les différents acteurs également. Donc ça déjà, c'est un point assez important. Et nous en tout cas chez Cerise, donc pour que ce soit Oh My Mag, pour Oh My Mag ou Genside, on développe vraiment des programmes phares qui sont hyper connus de nos communautés en édito. Et ensuite on vient greffer des annonceurs dessus, et des fois on vient également mettre des influenceurs. Là j'ai en tête une campagne avec Allianz qui voulait faire de la prévention autour de l'alcool et de la drogue après le confinement, justement parce que il y avait toutes ces sorties, les jeunes qui voulaient un peu reprendre leurs habitudes, et on avait pris à l'époque un binôme de créateurs de contenu qu'on avait fait interviewer sur un modèle de première dernière, qui est une petite interview un peu fun qu'on peut avoir régulièrement en fait nous sur nos réseaux, et du coup nos abonnés, nos cibles en fait vont tout de suite se dire genre tiens, c'est un contenu qu'ils ont l'habitude de faire en édito et qui viennent ingénieusement adapter en fait au discours de marque. Donc ça c'est vraiment cool quand on a des annonceurs qui nous font confiance comme ça. Voilà, et ensuite on va aussi donc énormément travailler donc avec des discours très très spécifiques. Donc la force de la micro-influence. Je sais pas si ça se dit encore, mais voilà, c'est pas parce qu'on va collaborer avec une personne qui a 2 millions d'abonnés que on va forcément toucher beaucoup de monde. Il faut vraiment choisir le bon discours, etc. Et puis de toute façon, on s'adapte aussi au budget des annonceurs. Enfin, je veux dire, comme tu disais, des fois il y a des small business. Voilà. Et chez Cerise, on a une petite particularité aussi, c'est qu'on a nos propres ambassadeurs et ambassadrices. J'ai moi-même la chance de
présenté une émission, enfin un programme chez Cerise donc, qui s'appelle La Question Q, où on va aller aborder donc, la sexualité pour les jeunes générations. Et donc des fois, on va avoir des annonceurs autour donc, des apps de rencontres, etc., qui vont venir. Donc on a nos propres ambassadeurs. En fait, on a un peu des micro-influenceurs nous-mêmes. Donc voilà. Et enfin, on développe des nouveaux programmes tout le temps. Je pense que c'est l'innovation aussi qui fait qu'on reste un peu dans le game, comme on dit. Je pense que toi aussi, tu dois réfléchir tout le temps. Enfin, toi aussi, Chloé, à qu'est-ce qui va venir étonner en fait, qu'est-ce qui peut encore étonner les communautés aujourd'hui. Et comme on sait que les gens sont à la recherche de ces valeurs, de cette nouveauté, donc par exemple, je parlais d'enjeux de société tout à l'heure. On sait que les gens veulent qu'on parle plus de climat, qu'on parle plus de représentation, d'inclusivité, etc. Donc nous là sur Oh My Mag, on vient de lancer un show qui s'appelle Fierté, qui donne la parole donc à la communauté LGBTQIA+. Et on serait tout à fait ravis de pouvoir justement aller chercher des annonceurs, des marques qui ont envie de communiquer sur ces enjeux RSE, d'inclusivité, etc. Et on va s'appuyer sur des influenceurs qui ont déjà ces discours-là d'inclusivité, de sexualité, d'ouverture d'esprit, etc. sur leur propre réseau, et on va leur donner la parole pour justement toujours que la Gen Z puisse se projeter en fait et ne plus avoir peur de s'exprimer. Donc voilà, je pense que l'innovation, c'est ce qui va toujours nous aider, et la force de l'édito qu'on va venir mettre au service des annonceurs tout simplement, et toujours nos bonnes relations avec les influenceurs, enfin les créateurs de contenu maintenant, et les bonnes pratiques évidemment. Voilà, je pense qu'en fait c'est un peu, on est une brochette d'éléments importants, et ça fait la force aujourd'hui de tous les contenus qu'on peut créer ensemble. Et ben c'est sur ça qu'on va conclure. Merci beaucoup. Merci à beaucoup vous. À tous. Merci à tous les contributeurs qui étaient présents aujourd'hui. On espère que vous avez trouvé des réponses dans cette conférence et des solutions. Faut se souvenir que l'influence, c'est un outil qui est quand même très puissant sur les réseaux sociaux, et qu'on peut l'utiliser de manière responsable et de manière éthique. Évidemment, si vous avez besoin d'un dispositif média X Influence, n'hésitez pas à nous briefer. On vous laissera les coordonnées de notre équipe juste après ce webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.